maréchal, nous voilà, devant toi le sauveur de la France. Nous t'égales, nous voilà, maréchal, maréchal, nous voilà. Je chante faux, mais c'est comme ça. Maréchal, nous voilà. Ah, ah, ah. Figure de la France. Oh là 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 là. Bon, c'est tout. J'ai un peu oublié. Je saurais chanter les premières paroles, mais je le ferai pas. Tu as lutté sans cesse pour le salut commun. On parle avec tendresse du héros de Verdun. On a appris ça par cœur. Oui, malgré moi, c'est resté dans ma mémoire. J'en suis pas très fier. Une flamme sacrée monte du sol natal et la France enivrée de salut maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Mais alors attendez-moi, je vous chante. Ça me revient. Et qu'est-ce que... Et alors, vous allez faire vous allez en faire quoi, là? C'est pas bon, ce souvenir-là. Qu'est-ce que c'est un souvenir d'enfance? Une chanson qu'on n'oublie pas? Une image persistante? L'empreinte idéale d'un monde perdu? Ils avaient entre 5 et 12 ans en 1940. La guerre et l'occupation ont marqué à jamais leur vie, plus qu'aucune autre génération. Pendant 4 ans, chaque jour, à l'école surtout, chez eux parfois, les enfants ont été embrigadés dans le culte de la personnalité du maréchal Pétain. Sauveur autoproclamé d'une patrie désemparée. Fin juin 1940, après la guerre éclair de l'armée allemande, le héros de Verdun, un vieillard de 84 ans, précipite la signature de l'armistice et fait des Français un peuple de vaincus. 1 800 000 soldats partent comme prisonniers vers l'Allemagne. Étrange défaite après une drôle de guerre. La progression irrésistible de la Wehrmacht jette sur les routes un hallucinant cortège de militaires et de réfugiés en déroute. La première image, ça a été d'abord l'exode, en 40, où il a fallu partir. Ensuite, la deuxième image, c'est quand il a fallu franchir la ligne de démarcation, parce que mon père s'était évadé, donc il était en zone libre. Et à ce moment-là, on l'a rejoint. Alors à Solignac, il y avait déjà beaucoup de monde. Je me suis retrouvée entre des Alsaciens qui parlaient alsacien, des Limousins qui parlaient patois, et moi, je parlais français et je ne connaissais pas aucune de ces langues. Ce qui fait que je me suis trouvée à l'étranger. C'est vraiment la perception que j'ai eue. C'est le souvenir, en 1940, de l'arrivée des premiers réfugiés. On a accueilli un rabbin qui avait une longue barbe. Je me rappelle que mon père lui disait « Vous n'avez pas trop chaud avec cette barbe ?» Après, je me rappelle beaucoup de choses. Ça a été très très vif. La mémoire enregistre, je crois, très très bien à cet âge-là. Dans une nation en train de sombrer, Pétain annonce le 17 juin faire don de sa personne à la France et se présente en dernier rempart. Le maréchal arrache aux députés les pleins pouvoirs le 10 juillet et déclenche sa révolution nationale. Il commence par accuser les Français d'être responsables de leur malheur. L'esprit de jouissance, dit-il, a détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. Les plus jeunes, garçons et filles, deviennent les instruments de ce tour de passe-passe orchestré par le maréchal, qui transforme la catastrophe nationale en une chance inespérée de régénérer le pays. On utilise leur insouciance, leur naïveté, leur image aussi.
C'est par eux et pour eux que se bâtira la France nouvelle. Dis Maréchal, qu'est-ce que c'est un enfant dans la France de Vichy? J'étais dans la période heureuse d'un pays heureux. Ça va paraître paradoxal, parlant des choses épouvantables qui se déroulaient ici et là, mais je n'en avais pas conscience. C'est à vous, jeunes Français, que je m'adresse aujourd'hui. Vous qui représentez l'avenir de la France, vous payez des fautes qui ne sont pas les vôtres. Le présent est sombre en effet, mais l'avenir sera clair si vous savez vous montrer digne de votre destin. Puisse le printemps de votre jeunesse s'épanouir bientôt dans le printemps de la France ressuscitée. C'est cette voix chaleureuse, fatiguée, mais pour des jeunes, c'était positif que cette voix soit fatiguée. Il s'était tellement dévoué pour nous, hein, et il continuait. Donc, voilà. Il a parlé, on ne comprenait pas ce qu'il disait parce que... Ah, ça aussi, je me souviens très bien. Il avait une voix chevrotante et je crois qu'on avait pris le fou rire. Voilà. C'était très adroit parce que les gens à qui il s'adressait n'avaient pas l'habitude qu'un adulte, même un peu vieux, s'adresse à eux. À l'époque, il était porté en vogue. Hein, je vais peut-être en rajouter, mais il me semble qu'on n'en voyait que par lui, par le maréchal. Enfin, à l'école, on le ressentait comme ça. Nous regardions le maréchal comme le sauveur de la France dans cette France occupée, quoi. Xavier, un petit Parisien de 8 ans, lui écrit. Monsieur le maréchal, je n'ai rien d'autre à vous donner que ma confiance et mon affection pour vous remercier de tout ce que vous faites pour la France et pour tous les Français. Un futur soldat de la Nouvelle-France. Je l'ai près de moi, un superbe maman qui a des culottes longues. Comment t'appelles-tu? Comment? De Beauvrejean. Parle plus fort. De Beauvrejean. Quel âge as-tu? 11 ans. Tu es content d'être venu voir le maréchal? Très content. Parle plus fort. Tu as l'air tout émotionné. Allez, dis vite, je suis content d'être venu voir le maréchal. Je suis content d'être venu vers le maréchal. Allez, crie-le fort. Mais parle plus fort. Parle plus fort. Je suis content de voir le maréchal. Allez. Oui, merci. On va pouvoir faire le montage. À partir d'octobre 1940, les voyages du maréchal dépêchent Pétain au chevet de la nation. Les films, les photographies multiplient à l'infini les images de dévotion de la population, et d'abord des plus jeunes. L'une après l'autre, toutes les grandes villes de zones non occupées ont droit à leur jour béni par le protecteur des Français. À chaque fois, ces déplacements mettent en scène les enfants au premier plan, figurants et spectateurs de la procession. Partout se rejoue le même rituel scénarisé. Une mère offre son enfant comme un sacrifice à la nouvelle idole. Pour faire croire à l'adhésion de toute la population, il faut fabriquer une image qui s'impose à chacun. Derrière la petite fille présentée au maréchal attendri, c'est la France qui se donne entièrement au vieux chef. La liturgie maréchaliste affirme sa domination sur la jeunesse. Et à travers elle, c'est tout le pays que Vichy infantilise. Monsieur le maréchal, bien souvent, nous vous avons suivi dans vos voyages à travers la France libre. Et le beau rêve s'est réalisé. Vous êtes là, monsieur le maréchal, et nous voyons enfin celui dont le nom depuis si longtemps
fait vibrer nos cœurs d'admiration et de gratitude. Merci, monsieur le maréchal. Vive la France éternelle, vive le sauveur de la France. À Limoges, le 20 juin 1941, toutes les organisations d'enfance et de jeunesse affluent de la zone non occupée pour participer au Tour de France de Pétain, en forme d'apothéose. La rencontre du vieux maréchal avec la jeunesse doit incarner la France régénérée autour de son miraculeux bienfaiteur. Du monde, de la foule, et je sais qu'on était avec toute ma classe devant un mur et que j'avais une jolie robe bleu, blanc, rouge et un drapeau et qu'il fallait l'agiter. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais quand même très fière de la robe. C'est surtout ça qui me reste. Bleu, blanc, rouge. Oui, oui. Ça, alors là, elle est là, la robe. Alors, je ne me souviens pas si on faisait partie du groupe d'élèves qui était pour accueillir Pétain, mais je me souviens que ma mère a eu des problèmes. Elle a été convoquée à la police parce qu'elle avait fermé son magasin et elle n'avait pas mis la photo de Pétain dans le magasin, dans la vitrine. On n'avait pas l'habitude de voir passer des convois comme ça, et puis qu'on nous amène devant, avec la maîtresse, avec les autres élèves. On n'avait pas l'habitude. Alors pour moi, c'était quelque chose de fantastique. Donc le maréchal Pétain, on ne savait pas trop ce que c'était. Je vous dis, c'est un vieux monsieur qui a fait ça. Puis voilà. J'étais peut-être, parce que tous les élèves étaient convoqués, et je pense que mes parents ne voulaient pas faire de vagues. Donc on se sentait exactement comme les autres, puisque le juif, on ne savait même pas ce que c'était. Monsieur le maréchal, vous avez devant vous, réunis, sans distinction d'opinion ou de milieu, toute la jeunesse de France, qui actuellement se trouve devant le chef de l'État, pour lui affirmer sa confiance inébranlable dans les destinées de la patrie, et pour lui jurer qu'elle consacrerait toutes ses forces au relèvement de cette patrie. Les jeunes, après moi, vive la France! Et vive le maréchal! Sous la tribune, les éclaireurs israélites participent à la communion maréchaliste. Savent-ils que le statut des Juifs d'octobre 1940 vient d'être durci il y a tout juste 2 semaines? Ils ne peuvent en tout cas pas imaginer que dans 5 mois, leur organisation sera interdite et que Pétain ne lèvera pas le petit doigt pour les protéger. Souvent, il y a des images qu'on n'aime pas conserver. Et j'ai pas tellement envie de me rappeler non plus l'arrivée de Pétain à Limoges, parce que, au fond de moi-même, je me sens une espèce de culpabilité, alors que je n'étais pas responsable, d'avoir participé à ce mouvement de liesse générale qui nous a fait tant de mal par la suite. L'embrigadement massif de l'enfance est assuré par toutes les organisations de jeunesse, en particulier le scoutisme chrétien, puissant relais de la propagande. À Vichy, le secrétariat d'État à la jeunesse échafaude la stratégie. Il serait naïf de penser que cette conversion des populations aux idées de l'ordre nouveau pourra être obtenue des adultes, expose un rapport de la fin 1940. C'est sur la jeunesse qu'il faut tabler, parce qu'elle n'est pas encore sclérosée dans ses habitudes, parce qu'elle est une puissance et non pas un être organisé.
À cœur vaillant, rien n'est possible. À cœur vaillant, rien n'est possible. Et puis là, c'est ma signature, JC. On sollicitait souvent les élèves pour soutenir la révolution nationale qui était le mouvement politique du maréchal Pétain. Mais on ne parlait pas de politique parce que ça suscite toujours tout de suite une opposition. Il y a une espèce de stabilisation politique, malgré la présence des Allemands, qui parfois n'étaient pas désagréables du tout, d'ailleurs. On arrivait à vivre assez convenablement, les trains fonctionnaient, il n'y avait pas de raison d'être contre. Comme beaucoup d'enfants, je n'avais connu que le maréchal Pétain, et pour moi, c'était un personnage permanent. Le maréchal Pétain était partout. Il était sur les timbres des lettres, il était sur les buvards de l'école, il était sur les couvertures des cahiers de l'école, sur les affiches et sur des portraits qui étaient dans la classe. Donc, pour moi, c'était une présence bienveillante. Je ne voyais aucun mal à ce vieillard avec son képi, dont l'histoire nous était contée de diverses manières, sur des petits livres, sur des images d'Épinal. Dis donc, mon garçon, te voilà bien occupé à lire. Qu'est-ce que tu regardes? Il était une fois un maréchal de France. Tu es content, tu as un large sourire, hein? Il y a beaucoup de Français qui disent m'aimer, mais qui ne m'obéissent jamais. Le goût de l'obéissance est perdu en France. Il faudra le faire revivre. Nous ne pouvons pas redresser la France si les Français ne me suivent pas, s'ils ne m'obéissent pas, en toutes circonstances. Il vous dit, aimer, c'est obéir. Dans ma famille, on n'était pas pro-maréchal, j'aime autant vous le dire. Mon grand-père avait fait la guerre de 14, il détestait Pétain. Quand il entendait les paroles « Le héros de Verdun », il en était malade. Il disait « Le héros de Verdun avec la peau des autres, ça, mon petit, tu ne me le feras jamais croire. » Dans toutes ces familles bourgeoises que je fréquentais, bourgeoise n'est pas péjoratif, hein, il y avait des appartements cossus dans cette partie du 17e, et dans le salon ou dans la salle à manger trônait un portrait assez grand en général du maréchal. Alors, il n'y en avait pas à la maison. J'étais un peu frustré parce que pour moi, c'était un synonyme de la bourgeoisie, quoi. On avait le portrait du maréchal chez soi. On avait des bûches dans le foyer à défaut de chauffage central et le portrait du maréchal. Moi, j'aurais bien voulu que mes parents rejoignent ces gens bien qui avaient un portrait. Alors ma mère m'a dit « Non, je n'achèterai pas le portrait du maréchal, c'est parce que ton père et moi, nous ne sommes pas du tout partisans du maréchal. Donc chez moi, exception, il n'y avait pas de portrait du maréchal. » L'œil de Vichy rentre jusque dans les salles de classe. Dès Noël 1940, l'école devient une fabrique du consentement au maréchalisme. Dans tous les rectorats, y compris en zone occupée, on impose la mobilisation générale. Les écoliers sont sollicités pour devenir aussi les acteurs du culte de la personnalité. Le coup d'envoi est donné avec la surprise au maréchal, un concours de dessin envoyé directement au chef à Vichy par les écoliers âgés de 8 à 16 ans. Il recueille plus d'1 million de réponses. Monsieur le maréchal, voici une petite fille âgée de 9 ans et demi, née le 23 juin 1931. La France est vaincue, mais par votre bonne volonté, mon cher maréchal, je pense qu'elle se relèvera.
Je tâcherai de travailler de mon mieux pour son relèvement. Papa et maman pensent comme vous. Recevez, monsieur le maréchal, mes salutations les plus respectueuses. Vive la France, les Français et les Françaises qui vous restent fidèles. Signé Simone Marty. Ce n'est pas moi. Mais c'est une fille qui a le même âge à peu près, à 2 mois près. Je me souviens, je pensais que c'était plutôt des cartes qu'on avait envoyées, mais je me souviens, on a écrit. En classe, on nous faisait écrire, c'est sûr. Mais ça ne se discutait pas. C'était le service obligatoire de la classe. Et tout le monde écrivait la lettre au maréchal. Par grâce spéciale, une écolière de France, peut-être la plus jeune, peut-être la plus adorable, a été admise à apporter elle-même au chef de l'État sa lettre patiemment, tendrement composée. Dans le cadre national, on nous a proposé de lui écrire. Et donc, on a écrit chacune une lettre, et puis c'est la mienne qui a été choisie. Je pense que ça n'a pas fait très plaisir à mon père, mais bon, ça voulait dire aussi que j'écrivais assez bien. Donc il a répondu. Il a répondu, mon cher Claude. Et il m'a parlé comme si j'étais un garçon. Donc du coup, il m'a pas plu du tout. Et c'est dommage que je n'ai pas gardé la lettre parce que c'était bien dans le sens de travail, famille, patrie. Et tous les enfants de France qui devaient s'engager à servir. À Vichy, à l'auberge de la jeunesse de Bellerive, le maréchal Pétain est venu rendre visite aux jeunes des chantiers qui trient les quelques 2 millions de lettres adressées au chef de l'État par les écoliers de France. Exactement à l'heure prévue, le maréchal, plus alerte, plus droit, plus jeune que jamais, entre dans le réfectoire de l'auberge. Monsieur le maréchal, comme vous l'avez demandé, il sera répondu à tout le monde. Chaque enfant aura sa réponse. Mais ça fera combien de réponses? Plus de 2 millions. 2 millions de réponses. Un travail, ça. Je ne sais pas si on pourra recommencer cette expérience. Ah, monsieur le maréchal, vous l'avez promis aux enfants, alors il faut leur répondre à tous. Ah oui, j'ai promis cette fois-ci, mais après. Hein. On tiendra vos promesses, monsieur. Le maréchal Pétain est là, il nous protège. Nous, les gamins, c'est normal que nous soyons associés à le soutenir. C'était normal que nous soyons des militants. On n'employait pas ce mot militant du maréchal Pétain, mais nous étions, oui. Il n'y a pas d'autre choix, d'ailleurs. Il a sauvé la France, donc nous sommes de son côté. Vichy proclame logiquement Pétain premier instituteur de France. Le 13 octobre 1941, il se produit dans ce rôle à l'école du village de Périgny, dans l'Allier. Les préparatifs de son célèbre discours, diffusé en direct à tous les écoliers de France, ont été eux aussi enregistrés par les techniciens de la radio. Alors, qui veut me répondre? Qu'est-ce que vous allez faire quand le maréchal va entrer? Tu peux me le dire. Ben, toi, dis-le-moi très fort. Quand le maréchal va entrer, on se lève. On se lève. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, je crois qu'il va falloir vous lever bientôt, vous savez, parce que le maréchal va arriver d'une minute à l'autre. Il aime beaucoup les enfants disciplinés. À qui a les fleurs pour le maréchal? C'est toi qui vas donner les fleurs au maréchal? Mais t'en as de la chance. Tu vois, quand tu seras grande, quand tu auras des enfants après, et quand tu seras une toute vieille dame, toute cassée, toute ratatinée, que tu auras des petits-enfants, tu leur diras un jour, j'ai donné des fleurs au maréchal. Mes enfants, attention. Voici le maréchal. Jeunes élèves des écoles de France, il faut que vous sachiez que je compte absolument sur vous pour m'aider à reconstruire la France, à faire des Français un grand peuple, loyal et honnête. Plus de 2 millions d'entre vous m'ont dit qu'ils m'aimaient de tout leur cœur, et ils m'ont envoyé de magnifiques dessins, dont d'ailleurs
Je les ai remerciés par une petite photo. C'est très bien, mais puisque vous voulez être avec moi, il ne suffit pas de me le dire. Il faut le montrer à tout le monde. Pendant 4 ans, au fil des concours nationaux incessants, dessins, lettres, rédactions doivent affluer de tout le pays, en signe d'adoration et d'allégeance. On invente de toutes pièces une communication directe et intime entre ce peuple en modèle réduit et le grand-père sans doute sévère, mais si juste et si humain. Dans ce flot d'adhésion patriotique aux allures naïves, transpire le rejet de ceux qui forment l'anti-France et qu'il faut exclure à tout prix. Le groupe alpin écoute ses chefs. Le groupe alpin est contre les juifs, les francs-maçons, les bolcheviks et tous les traites, et les pays étrangers. Les professeurs devaient toujours avoir sous leur pupitre une lettre au maréchal pour être prêts à la lire si l'inspecteur arrivait. C'est arrivé au lycée de Châteauroux. Un inspecteur est arrivé à demander à ce qu'on lise des lettres au maréchal. Le professeur n'avait rien prévu du tout, mais il en avait. Il en avait parce qu'il fallait toujours en avoir. Et il a lu une lettre. Alors, est-ce que c'est la légende? Est-ce que c'est la réalité? Mais ça aurait été vénérable vieillard à la barbe fleurie. L'unanimité de façade cache un méticuleux travail de tri et de surveillance des courriers. Chaque fausse note est rapportée dans les préfectures et les ministères. Début 1941, une lettre de la jeune Simone Nathan fait l'objet d'un rapport de police. Nathan Simone, juive, est née le 16 mai 1924 à Limoges. Vers le 17 décembre dernier, Simone Nathan sollicita de la directrice de son lycée l'autorisation d'écrire au maréchal, mais sur un thème différent de celui imposé, la loyauté. Elle lui a déclaré ce qui suit. Depuis 48 heures, mes parents, qui sont commerçants, ont eu la visite d'un administrateur provisoire chargé par le service d'arianisation économique de reprendre leur commerce. Je voudrais écrire au maréchal pour lui demander si cette façon de procéder est bien la justice de la France nouvelle. Madame la directrice a refusé cette autorisation et lui a conseillé fortement de ne pas le faire, même individuellement. Le personnel enseignant ne peut donc être blâmé dans cette affaire. Il est intéressant de savoir que le lycée de Limoges a un effectif de jeunes filles juives important et que les professeurs se plaignent de la mentalité de cette catégorie d'élèves. Simone, c'est ma cousine germaine, que je considérais pratiquement comme ma sœur. Mais ça correspond tout à fait à son caractère. Son caractère qui ne supportait pas l'injustice, donc déjà à l'âge de 17 ans. Question posée aux écoliers de France. Cet album contient les 99 réponses les plus touchantes. Mon papa est mort au bombardement et ma maman de chagrin. J'aime le maréchal, je ne le connais pas, mais ça me fait du bien de l'aimer. Parce que ma maman a acheté un petit frère pour l'appeler Philippe. Parce qu'il fait confiance aux jeunes, je suis prêt à être avec lui pour relever la France de tous ses malheurs. Sa petite collaboratrice. J'ai essayé de faire des vers au maréchal, mais je n'ai pas pu trouver des rimes avec Vichy. Alors ça m'a découragée. Parce qu'il nous donne des gâteaux vitaminés, du pain, des haricots, des carottes, de la viande, des pommes de terre, du sucre, du café, du chocolat. Mais moi, je ne pourrais pas répondre. Je crois pas que j'aurais pu répondre à pourquoi je l'aime. Parce que je pense que je ne l'aimais pas. J'aime le maréchal parce qu'il offre toute sa souffrance pour nous sauver. Oui, enfin, il n'avait pas sauvé mon père. Oui, mon père, c'est héros, disait Victor Hugo. Il est suspect. Il apparaît dans la liste des instituteurs qui sont francs-maçons, communistes, alors qu'il ne l'était pas encore.
enfin tout laïque de toute façon. Donc, il a été déplacé d'office. Il faut savoir qu'il y a des instituteurs à cette époque-là, comme ça, comme des pions. On les a déplacés parce qu'ils ne pensaient pas dans la bonne direction. Et ça a été une épreuve très dure pour moi. Et ça, c'est grâce à Pétain. Dans la règle du jeu de l'ordre nouveau, il faut assainir et mobiliser le corps enseignant. Pétain soupçonne tout particulièrement les instituteurs de subversion. Le déplacement d'office des maîtres suspects, très prisé à Vichy, est présenté non comme une sanction, mais comme une chance offerte aux égarés de retrouver la voie du devoir. Une délégation du corps académique présentée par M. Bourget, inspecteur d'académie. Eh bien, avez-vous des observations à faire? Je m'occupe beaucoup du corps enseignant. Je sais que tu m'as J'ai de très mauvais renseignements sur Paris. Dans des lycées, de grands lycées, par exemple, il y a des élèves qui se conduisent très mal. Mais là où ça se passe, je frappe à la tête. Je frapperai à la tête. Et chez les instituteurs, est-ce qu'il y a une amélioration chez les instituteurs? Il y a présentement un excellent état d'esprit dans le personnel universitaire. Ça me fait grand plaisir. Professeurs et instituteurs. Et instituteurs, est-ce que vous avez mes messages? Nous les publions régulièrement. Alors vous êtes mes meilleurs propagandistes. C'est ma charge. Alors il y avait, pour apprendre l'alphabet, la lettre N, la lettre O, avec le drapeau français. Je pense que c'était un moyen de nous inculquer un certain patriotisme, le patriotisme du maréchal. Pas le patriotisme qu'on peut comprendre, qui consiste à défendre son pays et sa nation, mais un patriotisme orienté. B comme bâtissons une France plus belle. C comme châtions les traîtres. D comme drapeau je te salue. E comme empire français, empire fidèle. La fable de la France de Vichy passe par toutes les lettres de l'alphabet. De la maternelle à l'université, les réformes imposées en 1941 sont les plus considérables que le système éducatif français ait connues. L'éducation nouvelle s'inspire de la vision élitiste et ségrégationniste de Maurras, qui commande d'en finir avec la manie égalitaire et l'école unique. Pour les idéologues de Vichy, l'école doit sélectionner l'élite appelée à transformer la démocratie défaillante et préparer tous les autres aux tâches d'exécution qui les attendent. L'école républicaine est morte. Vive l'école du maréchal. Bon, tout m'intéressait. Du reste, je vais vous dire, j'aurais voulu être journaliste. Ça, c'était mon rêve. Mais ce n'était pas possible. Quand on était fauché, il y avait 2 écoles, 2 lycées. Il y avait un lycée et un collège. Toutes les filles qui avaient de l'argent allaient au lycée. Et les filles qui étaient fauchées, les parents étaient fauchés, elles allaient au collège pour apprendre un métier. Et moi, automatiquement, l'institutrice a dit, tu vas aller au collège. Il n'y avait rien à y faire. C'est pour ça que je trouve que le destin, il est complètement idiot. Parce que j'étais bonne élève en dernière année. Mon éducation a été très contradictoire, des parents plutôt libertaires, et en même temps, j'étais dans un collège de jeunes filles, tenu par des religieuses. On nous projetait des films au cours Bossuet, mais les films du cours Bossuet, c'était toujours, je sais pas, Pasteur ou des films sur les héros français, quoi. Oui, c'est ça, les héros français. Il y avait l'idée des grands hommes qui ont fait la France, quand même. Ça, c'était important. Il fallait nous redonner
la gloire de cette pauvre France qui était quand même dans un état épouvantable. On nous parlait plus des grands hommes que des grandes femmes. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de modèles de grandes femmes. C'était viril, finalement. C'est vrai qu'il y avait la France et ses grandes figures, effectivement. Ce dont je me souviens très bien, c'est que en 10e, alors c'est en 10e, il devait y avoir une carte qui était au mur où figuraient en rose nos colonies. On insistait beaucoup et on apprenait tout dans le détail. Hein. L'histoire coloniale, on en était fiers. Hein. Moi, je me rappelle de mes livres d'histoire où on nous montrait Savorgnan de Brazza qui donnait la bonne parole aux gens. On nous montrait les bienfaits du colonialisme. Et en même temps, comme on dit maintenant, j'étais aussi imprégné de ça. Mais il a fallu après que je me désintoxique. À quelle classe êtes-vous? Dans la classe de 6e. 6e? Qu'est-ce que vous proposez de faire? Oh, je voudrais être officier aux colonies. Officier aux colonies? Oui. Pourquoi les colonies? Oh, je sais pas, parce que ça me tente beaucoup. Parce qu'il fait très chaud? Parce qu'il faut prendre des bateaux pour y aller? Ou bien des avions? Oui. Parce qu'il y a des nègres? Oui. De fatiguer des blancs, en somme. Oh non. Vous les avez assez vus, hein? Oh non. Non? Enfin, ça vous changera. Oui. Très bien. Monsieur le maréchal, voici mademoiselle Germain, et qui vous mène des enfants comme récompense du travail qu'ils ont fourni et d'une collecte qu'ils ont faite pour les prisonniers. Est-ce que vous leur apprenez la vertu aussi? Ah, j'essaie, monsieur le maréchal, tous le les mieux jours. possible. Tous les matins, d'ailleurs, ils font la réponse aux prisonniers, ils se tournent du côté des prisonniers, très et tous les soirs, le salut à la France en se tournant vers Très Vichy. bien. On faisait des fêtes. Donc on a été en zone pas trop occupée, enfin pas tout à fait libre quand même. Mon père organisait avec les enfants et avec les chantiers de jeunesse une fête pour les prisonniers. Les gens ont donné tout l'argent qu'il fallait et on a envoyé des colis aux prisonniers. Et ça, c'est un merveilleux souvenir. On parlait beaucoup des prisonniers, beaucoup. Ça, c'était un thème constant, je dirais presque quotidien. Il fallait penser aux prisonniers, il fallait se priver pour eux. Si on pouvait apporter quelque chose pour faire des colis et leur envoyer des colis, alors là, ça, c'était vraiment très, très bien. Et du coup, on s'est senti même coupable de manger. Moi, à ce moment-là, je suis carrément devenue anorexique parce que j'avais l'impression que manger, c'était mal. Hein. Donc, je ne mangeais plus, j'osais plus manger, j'essayais de dissimuler les aliments, c'était complètement idiot parce que c'était justement pas des choses que je pouvais arriver à donner pour les prisonniers. Mais je préférais presque les détruire plutôt que de les manger. Mon cher maréchal, je suis une petite fille âgée de 10 ans et demi. J'ai fait ma communion solennelle dimanche 8 juin. J'ai eu beaucoup de peine. J'habite un petit village appelé Alette. J'étais seule à ne pas avoir mon papa pour m'accompagner le beau jour de ma communion. Mon papa est fait prisonnier le 8 ou 9 juin 1940. Mais nous avons rarement de ses nouvelles. Maman pleure souvent en voyant que mon papa demande beaucoup de colis et qu'elle n'a rien à y mettre. J'espère, mon cher maréchal, que grâce à vous, notre France retrouvera la grandeur et la liberté que nous vous demandons. J'éprouve très fortement la différence entre ce langage béni oui et en effet très pondéré, tout ce que vous voudrez, fleuri, hein, et la noirceur de la guerre, oui.
Les queues, les cartes d'alimentation qui font la réalité quotidienne des petits Français ne figurent que dans de rares dessins d'enfants qui échappent à l'imagerie mensongère de Vichy, où tout se repeint en rose. À partir de juin 1942, des milliers d'autres enfants voient partir leur père en Allemagne, où l'industrie de guerre exige des ouvriers pour remplacer les hommes mobilisés sur le front russe. C'est la relève. Basé sur le volontariat, son échec conduira 1 an plus tard à l'instauration du STO, le service du travail obligatoire. En attendant, pour 3 départs de volontaires français, le pouvoir hitlérien concède soi-disant le retour d'1 prisonnier en France. Des millions d'affiches et de tracts inondent le pays pour faire croire au miracle. Les plus jeunes travailleurs, ciblés en priorité, partent munis des recommandations du maréchal. Les consignes, c'est d'obéir. Il n'y en a pas d'autres. Vous faites preuve d'obéissance déjà en partant, et au lieu de rechigner sur le travail, de faire de bon cœur. Hein? Et ils vous laisseront la tête. Quant aux enfants, ils sont aussi embarqués dans la collaboration qui s'emballe avec l'occupant, sommés pour la circonstance de ne pas se plaindre de l'absence de leur père. Je trouve émouvant que vers la fin de l'année, quand Noël va ramener le fantôme des jours heureux parmi les jours sombres, ce soit les enfants de France qui interviennent pour faire sentir à leurs parents éloignés que leur famille les aime plus encore que s'ils étaient là. Comment de loin pouvez-vous leur faire sentir que votre pensée est près d'eux? Toi? En lui écrivant, monsieur. Bien. Mais que leur dites-vous dans ces lettres? Que je voudrais bien leur voir. Monsieur, que je serai sage à la maison pour qu'ils soient contents. Et encore? Moi, que j'obéis à maman et que je l'aide. Racontez-leur toutes ces choses, si simples, telles que vous les vivez, et c'est vous, j'en suis sûr, qui ferez la plus belle lettre. Prenez-vous. Ce matin, je suis seule. Je suis tout près de toi, mon cher papa, par la pensée et par le cœur. Aujourd'hui, je sais que lorsque ma lettre te parviendra, tu la liras avec une attention particulière. Assis dans un coin de l'usine, tu m'écouteras, c'est mon cœur qui te parlera. Je veux te dire que nous t'attendons bientôt. Je suis un grand garçon, et maintenant je suis sage, car maman a beaucoup de chagrin depuis que notre petit Christian est mort. Quand tu viendras en permission, nous dirons au bon Dieu qu'il nous en apporte un autre. Et surtout pas de fille, ça pleure toujours. Tu sais, le Père Noël n'a rien apporté pour moi cette année. Maman a dit qu'il était pauvre. Seulement une belle couronne pour la tombe de notre petit ange. Je termine et souhaite que tu viennes vite pour acheter un autre petit frère. Ton grand, qui t'embrasse de tout son petit cœur. Père parti en Allemagne, père mort, père prisonnier, père disparu. Il n'y a plus d'hommes à la maison, ne reste que les grands-pères. Pétain joue le rôle du père de substitution et Vichy exalte la figure de la mère de famille. La natalité doit être le pilier du redressement national. On nous faisait la morale, ça oui. Et la morale qu'on nous faisait, c'était que si la France avait perdu la guerre, c'était la faute de nos parents. J'étais fille unique pour ma part, mais j'étais pas la seule. On était très nombreuses à être filles uniques dans la classe, et tout d'un coup, on était coupables, enfin peut-être pas nous, mais nos parents étaient coupables que nous soyons filles uniques. C'est devenu un problème. Partout, la propagande agite la menace mortelle de la dépopulation. La famille modèle du maréchal, c'est la famille nombreuse. Malgré la conjoncture difficile, il faut produire des Français, comme si la conception des enfants relevait de l'activité économique et industrielle. Sous l'inévitable parrainage de Pétain, l'État français organise des concours du plus beau bébé,
Voici le petit Michel, lauréat du concours d'octobre 1941. Des compagnies privées participent à cette politique. Dans une publicité apparaît un gamin blond avec la légende « Présent, monsieur le maréchal, présent pour vous aider à refaire la France ». Famille, c'est fondamental. Nous sommes des jeunes filles. Nous sommes destinées au mariage. Dès qu'il y avait une ancienne, comme on disait, dès qu'elle se mariait, les jeunes femmes venaient avec leur mari déposer leur couronne de mariée dans la chapelle et nous étions conviés à cette espèce de cérémonie de reconnaissance, en quelque sorte. Donc, on cherchait à nous donner l'image enviable du jeune couple, voilà, qui serait notre destinée. Mais ça pouvait provoquer un sentiment de révolte aussi, ce qui a été mon cas. À Tourcoing, dans les locaux clairs et spacieux de cette école de formation féminine, 200 jeunes filles reçoivent une éducation professionnelle et ménagère qui leur permet non seulement de s'initier aux métiers régionaux, mais encore de se préparer à leurs futures tâches de mère de famille et de femme d'intérieur. L'éducation physique n'est pas oubliée. 1 heure est consacrée au sport. Ah, il est important de se marier. Oui, et il n'est pas important de travailler. Il est important de rester à la maison, d'avoir des enfants, de tenir son ménage. Oui, ça, c'était le refrain. La loi du 11 octobre 1940 interdit l'accès des femmes mariées à l'emploi dans l'administration, sous prétexte de lutter contre le chômage. Et pour cantonner les femmes à la sphère domestique, l'État instaure une allocation dite de la mère au foyer. Les veuves, les femmes de prisonniers, les mères qui viennent d'accoucher de leur 2e enfant bénéficient de l'extension des allocations familiales. Il ne faut pas oublier aussi le silence sur le corps. Et le silence sur le corps fait qu'il y a toutes sortes de choses qu'on n'aborde pas. Par exemple, quand on dit « vos parents n'ont pas eu assez d'enfants », mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire de faire des enfants ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne savait pas trop, vous savez. Et personne ne nous en parlait. Donc, il y avait ce thème qui était évoqué, et dans un silence sexuel absolument effarant, quand on y repense. Effarant. L'avortement, c'est quelque chose dont on ne parle absolument pas. Hein ? Au cours Bossuet, il n'est pas question d'avortement. Il peut être parfois question de femmes qui ont fauté. Hein ? L'idée de la faute des femmes, et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, la faute des femmes. On imagine bien que c'est quelque chose de sexuel. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On ne peut pas imaginer à quel point il y avait des édredons de silence de ce point de vue-là. Cette poussée nataliste et pro-famille a commencé à prendre effet dès 1942, où la natalité fait un bond de 8%. Qui se souvient que c'est au cœur des années sombres de l'occupation que le baby-boom français prend son essor ? Point d'orgue de la Révolution nationale, familiale et nataliste, la journée des mères est consacrée par le gouvernement de Vichy. Bien qu'elle existe officiellement depuis 1926, elle est désormais inscrite au calendrier des fêtes nationales, associée à la liturgie des fêtes chrétiennes du mois de mai. Pour l'occasion, tous les enfants de France sont mobilisés, cette fois pour célébrer les mamans de la France nouvelle. Moi, je vous demande une fois l'an d'offrir des fleurs de printemps à toutes les héroïnes vivantes. Oh, vous les rencontrez chaque jour, ces héroïnes. Elles n'ont ni auréole ni cuirasse d'or. Et leur héroïsme est modeste. Il est effacé. Ce sont les héroïnes de l'ombre quotidienne. Ce sont les Notre-Dame du sourire. Ce sont les créatrices du pays. Ce sont les mamans.
Je suis séparé de ma mère très tôt. Ma mère, qui était une Polonaise, a essayé de se cacher après la rafle du 16 juillet 1942, où elle a été arrêtée et a réussi miraculeusement à sortir des griffes de la police parisienne. Et ma nourrice a voulu que je réponde à ce qui était demandé à l'école, c'est-à-dire une belle lettre à ma maman. Ma maman, je ne la voyais pas. Et ma nourrice a voulu me faire écrire un modèle de lettre à ma mère. Et prise dans le modèle, m'a fait « Vous voyez ma mère » dans la lettre. Et j'ai regimbé parce que, évidemment, les dernières fois que je l'avais vue, je la tutoyais, je ne voyais pas pourquoi. Il fallait mettre ce « vous ». Ça faisait partie de la stratégie de Vichy, je crois, d'amadouer un peu la petite enfance autour de certaines valeurs. On ne l'a pas ressenti comme un instrument de propagande violent. C'était une reconnaissance, finalement. Après tout, aimer sa mère, c'est pas interdit. Hein. Les films de famille montrent toujours les moments heureux. Le sourire des enfants, les mamans avec leurs petits. Derrière les images d'innocence et de joie, apparaissent ici les visages de ceux que la France de Vichy ne veut plus voir. Les indésirables, les étrangers, les juifs. Au début de l'été 1943, Jeanne Billard, une assistante sociale et infirmière, filme la vie des internés du camp de Douadik comme dans un film de famille. Il s'agit d'un centre de regroupement pour les Juifs raflés dans l'Indre, avant leur éventuelle déportation vers les centres de mise à mort du Troisième Reich. Au moment où la caméra capte ces images, les grandes rafles sont terminées et le camp de Douadik ne connaît plus de triage. Les familles sont assignées à résidence et les hommes en âge de travailler sont absents, envoyés dans des groupes de travailleurs étrangers. Uniques en leur genre, les images réalisées en amateur par Jeanne Billard sont les seules connues à ce jour à lever le voile sur le vaste archipel des quelques 200 camps de transit, d'hébergement, d'internement ou de déportation qui dessinent une toute autre carte de la France. Le petit film conserve la trace de ces enfants et de ces femmes, invisibles dans la mise en scène de la Révolution nationale. Relégués hors champ par la politique xénophobe et antisémite de Vichy, ils en sont la face cachée. Dit Maréchal, c'est quoi être un enfant indésirable dans la France de Vichy? On a eu la chance d'être accueillis dans des écoles qui connaissaient le problème et qui nous protégeaient. On n'était pas les seuls gosses qui étaient cachés là. Il y avait une petite de Paris. Donc on passait notre temps à surveiller qu'on ne fasse pas de faux pas, pour ne pas dire des choses qui pouvaient être compromettantes, de ranger nos affaires dans un coin, de ne rien avoir de papier à notre nom. Donc j'ai appris à me taire. Une vie tranquille, protégée, et en même temps une angoisse de ne pas savoir ce qu'étaient devenus les parents. On nous avait dit qu'ils étaient partis travailler en Allemagne dans un camp de travail et qu'ils rentreraient quand ça serait fini. Donc,
Encore une fois, on n'osait pas trop poser de questions. On n'avait aucune information, mais personne n'avait d'information à ce moment-là. Et au moment de la libération, on nous a amenés, il y avait le bal le soir au Vernet-la-Varenne. Et tout le monde dansait. Et moi, je pensais surtout à mes parents en me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas rentrés? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Donc, on ne savait pas ce que c'était que les camps de concentration. On n'en parlait pas, ils étaient loin. Moi, j'ai rêvé très très longtemps de mon père qui revenait. J'ai l'impression que je suis brutalement sorti d'une sorte de rêve, et le renversement a été brutal à partir du moment où je me suis trouvé mêlé à des enfants du même âge que moi, mais qui avaient vécu là des choses terribles, des arrachements, des violences. C'est la fin d'une légende, parce qu'il y avait pour moi le vieillard qui avait présidé à mon enfance, et d'un autre côté, les choses horribles que j'entendais, que je lisais. Ça a été véritablement, pour moi, une révolution. J'ai eu l'impression que je sortais d'une sorte de sommeil et que d'un seul coup, mes yeux s'ouvraient sur une réalité terrible. L'emprise, ça a été la culpabilité, ça quand même, oui. Voilà. Le sentiment de culpabilité de nos parents, de nous-mêmes, et se vivre dans la culpabilité, ça c'est quelque chose d'important et qui a eu des conséquences à long terme. C'est la morale de la culpabilité de la morale, comme vous voudrez. Oui, ça oui.